L'argument, le dernier, a été l'élément déclencheur. Cela a commencé comme toujours, avec de l'argent, ou plus précisément, le manque de celui-ci. Marcus parlait, une fois de plus, de son projet du siècle, la vaste maison au bord du lac qu'il était en train de construire. Ce n'était pas censé être juste une maison de vacances, c'était censé être un manoir, un palais conçu pour impressionner ses supérieurs et les bonnes personnes au conseil municipal. Cette maison avait déjà englouti chaque centime de nos économies. Puis sont venues les cartes de crédit et les prêts personnels. Maintenant, il s'avérait que nous avions un nouvel ensemble de dettes immédiates. Naomi, j'ai besoin de 75 000 $ supplémentaires, a-t-il lâché ce matin, sans même lever les yeux de son assiette de brouillé. Il parlait de cette somme comme s'il me demandait de lui passer le sel. Je me suis figé, la tasse de café à la main. Marcus, où allons-nous trouver ça? Nous devons déjà près d'1/4 de million de dollars à la banque. Mon salaire, en tant qu'administratrice à la plateforme de fabrication régionale, couvre à peine les paiements d'intérêt et l'épicerie. Il a finalement levé les yeux sur moi, son regard était froid, comme si je n'étais pas sa femme mais une distraction irritante. Je ne te demande pas où nous allons le trouver, je te le dis. J'ai déjà finalisé les détails avec les entrepreneurs. J'ai besoin de l'argent d'ici la fin de la journée. Finalisé? Le mot a sonné métallique dans ma voix. Tu as finalisé ça sans me consulter à nouveau, Marcus? Cette maison va nous ruiner. C'est un gouffre sans fond. Cette maison est notre avenir. Il a frappé sa main sur la table, faisant teinter l'argenterie. Tu ne comprends pas ça parce que ton esprit fonctionne comme un employé de la paix à l'usine. Je suis en train de construire une carrière. J'ai besoin d'être vu. J'ai besoin de respect. Quand le sénateur de l'État vient nous rendre visite, il a besoin de voir un certain niveau, pas ton petit potager. Mon petit potager au moins nous nourrit, ai-je rétorqué. C'était la mauvaise chose à dire. Marcus a bondi, son visage déformé par la rage. J'en ai marre de tes plaintes, marre de ta mesquinerie. Tu me tires vers le bas. Je vais m'en occuper moi-même. Habille-toi. On s'en va. Partir? Partir où, ai-je demandé, déconcerté. Pour rencontrer quelqu'un à son bureau. Nous devons signer des papiers. Je t'expliquerai en chemin, mais n'apporte rien. Il m'a scanné avec un regard critique. Laisse ton sac à main et ton téléphone. C'est une discussion confidentielle. Son ton ne laissait place à aucune discussion. Je m'étais habitué à lui obéir au fil des années de notre mariage. Il avait systématiquement rongé ma volonté, me convainquant que je ne comprenais rien aux affaires sérieuses, que ma place était à la maison pendant qu'il gravissait les échelons de la réussite. J'ai acquiescé en silence, pris une veste légère et l'ai suivi jusqu'à la voiture. Nous avons roulé en silence. La ville s'est estompée, remplacée par des centres commerciaux de banlieue lugubre et des routes désolées. J'ai essayé plusieurs fois de demander où nous allions et quel papier il voulait dire, mais Marcus m'a simplement fait signe de la main. Son profil était tendu comme un fil. Après environ 30 minutes, il a soudainement quitté l'autoroute pour emprunter une route étroite et mal pavée qui menait vers des maisons de vacances rurales. La voiture a parcouru 500 mètres de plus et s'est arrêtée à côté d'un abribus délabré. Il n'y avait personne autour, juste des champs vides et une lointaine ligne d'arbres. « Sors », a-t-il dit sèchement. « Pourquoi ? Je ne comprends pas. »« Sors », ai-je dit. Nous sommes arrivés. J'ai obéi et j'ai ouvert la portière, mettant le pied sur le bas-côté. Le vent a immédiatement fait voler mes cheveux autour de moi. Je me suis retourné, m'attendant à ce qu'il sorte aussi, mais Marcus n'a même pas coupé le moteur. Il m'a juste regardé à travers le pare-brise. « Marcus, qu'est-ce qui se passe? Où est cette personne ?» Il a souri, un sourire cruel et inconnu. « Il n'y a personne, Naomi. Il n'y a que toi et ton problème avec l'argent. Tu ne voulais pas aider, alors règle tes problèmes toute seule. » La réalisation a surgi lentement, glaçante. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Je veux dire que je te quitte, toi et tes dettes et tes gémissements constants. Je commence une nouvelle vie, et tu peux commencer la tienne ici même. Sur ces mots, il a appuyé à fond sur l'accélérateur. La voiture a démarré en trombe, soulevant un nuage de poussière. Je suis resté figé au milieu de la route, complètement seul. Je n'arrivais pas à y croire. Cela ne pouvait pas être en train d'arriver. C'était une blague stupide et cruelle.
Il allait faire demi-tour et revenir en riant. Mais la voiture n'a pas fait demi-tour. Elle s'est réduite à un point et a disparu au détour du virage. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai mécaniquement fourré mes mains dans les poches de ma veste, vide. Pas de portefeuille, pas de téléphone. Il avait tout pris. Une pensée paniquée a traversé mon esprit, 30 kilomètres jusqu'à la ville à pied. Combien de temps cela prendrait-il? 6 heures? 7? J'arriverai bien après la nuit. Le désespoir est monté dans ma gorge comme une vague glacée. Je me suis affaissé sur le banc en bois branlant sous le toit en métal rouillé de l'abri. Des larmes coulaient de mes yeux. Comment pouvait-il, après 15 ans de mariage, simplement me jeter de la voiture sur le bord de l'autoroute comme un déchet? Je n'ai pas immédiatement remarqué que je n'étais pas seul. Dans le coin le plus sombre, recroquevillée en boule, était assise une vieille femme. Elle portait un manteau vieux mais de bonne qualité, et ses yeux étaient cachés par de grandes lunettes de soleil noires, comme celles que portent les aveugles. Sa tête était inclinée. Elle semblait dormir. J'ai failli sursauter de surprise. Je suis resté assise là pendant probablement 20 minutes, essayant d'arrêter de trembler et de comprendre ce que je devais faire. Quelques voitures sont passées à toute vitesse, sans faire attention à moi. J'ai essayé de lever la main pour en héler une, mais les conducteurs n'ont fait qu'accélérer. Personne ne voulait s'arrêter pour une femme seule sur une route déserte. Le soleil a commencé à se coucher à l'horizon. Il commençait à faire froid, et soudain la vieille femme a bougé. Elle a levé la tête et, sans se tourner vers moi, a parlé d'une voix sèche et rauque, « Arrête de pleurer. Les larmes ne résoudront pas tes problèmes. » J'ai sursauté et je l'ai regardée. « Marie t'a largué ?» a demandé la vieille femme avec indifférence. Je n'ai réussi qu'à laisser échapper un sanglot étouffé en guise de réponse. « Je vois » a-t-elle acquiescé. « Ils sont tous pareils. D'abord, ils sont ton roc et ta protection, et ensuite c'est un coup de couteau dans le dos. » Elle a fait une pause, tapant le sol en béton avec le bout d'une fine canne que je n'avais pas remarqué auparavant. « Tu veux lui faire regretter ?» Je l'ai regardée avec incrédulité. Que pouvait offrir cette pauvre vieille femme aveugle? Comment? La femme a lentement tourné la tête dans ma direction. Les verres de ses lunettes étaient complètement noirs. Mon chauffeur personnel vient me chercher maintenant. Fais comme si tu étais ma petite fille. Tu vas monter dans la voiture et nous allons partir. Et ton mari va regretter de t'avoir laissé à côté de la femme la plus riche de cette ville. Mon souffle s'est coupé. Cela ressemblait à un non-sens. Quelle femme riche? Quelle petite fille? La vieille femme semblait lire dans mes pensées. Tu as le choix. Tu peux rester assise ici et attendre la nuit, ou tu peux monter dans une voiture chaude et changer ta vie. Décide. À ce moment précis, une longue berline de luxe noire est apparue au détour du virage. Elle se déplaçait lentement, silencieusement, comme un prédateur. La voiture a freiné doucement juste à l'abri. J'ai reconnu la marque et je n'en croyais pas mes yeux. Je n'avais vu des voitures comme ça que dans des films sur les magnats. Un homme en costume impeccable et en gants est sorti. Il a fait le tour de la voiture et a ouvert la portière arrière. « Mademoiselle Vance, nous sommes prêts à partir » a-t-il dit avec le plus grand respect. Mademoiselle Vance, la vieille femme. Elle s'est lentement levée, s'appuyant sur sa canne. Darius, attends. Ma petite fille nous accompagne aujourd'hui. Le chauffeur, sans un signe de surprise, a simplement acquiescé et m'a regardé. Son regard était complètement neutre. Il attendait. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. La peur de l'inconnu était forte, mais la peur de rester ici dans l'obscurité, sur cette route maudite, était plus forte. Je me suis levé et, comme dans un rêve, j'ai marché vers la voiture. Le chauffeur m'a tenu la portière. Je me suis glissé sur le siège en cuir souple. L'intérieur sentait le cuir cher et autre chose, subtilement calme et autoritaire. La vieille femme s'est assise à côté de moi. La portière s'est fermée silencieusement, me coupant du vent, de la poussière et de mon ancienne vie. La voiture a démarré si doucement que je l'ai à peine senti. Nous avons roulé en silence complet. Des champs et des petits bois ont défilé devant la fenêtre. Je n'avais aucune idée d'où on m'emmenait. Je m'attendais à voir un manoir luxueux dans le centre-ville, mais la voiture a tourné dans une autre rue, puis une autre, et bientôt nous nous sommes retrouvés devant une haute clôture solide sans fenêtre. Les portails se sont ouverts silencieusement, et nous sommes entrés dans la propriété.
ce n'était pas qu'une maison, c'était une forteresse, une maison massive en briques sombres, des caméras de surveillance à chaque coin, une pelouse parfaitement entretenue et pas une seule fleur. Pas de sentiment de confort, seulement de la sécurité et de la fonctionnalité. Le chauffeur nous a ouvert les portières. Mademoiselle Vance, des instructions? Tu es libre, Darius. Je t'appellerai si j'ai besoin de toi. Nous sommes entrés. L'intérieur était aussi austère et impersonnel que l'extérieur, un immense hall, des meubles chers mais austères, pas une seule photo sur les murs. Entre, a dit la vieille femme, pointant sa canne vers le salon. Je me suis approché et je me suis assise sur le bord d'un canapé raide. La vieille femme est restée debout au milieu de la pièce. Elle est restée immobile pendant plusieurs secondes, puis elle a fait ce à quoi je ne m'attendais absolument pas. Elle a enlevé les lunettes de soleil noires et m'a regardé. Ses yeux n'étaient pas aveugles. Ils étaient incroyablement vifs, perçants et pointus, intelligents, froids, des yeux qui voient tout. Je m'appelle Eleanor Vance, a-t-elle dit d'une voix complètement différente, autoritaire, et vous, Naomi Sterling, vous avez 38 ans, et vous travaillez comme administratrice à l'aciérie. Le nom de votre mari est Marcus Sterling. Il a 42 ans. C'est un fonctionnaire subalterne au conseil municipal, qui vise un poste plus élevé. Tout est correct? J'étais paralysé. Je n'arrivais pas à prononcer un mot, j'ai seulement réussi à hocher la tête. C'est bien. Eleanor Vance s'est dirigée vers le bar, a versé un verre d'eau et me l'a tendu. Bois. Tu auras besoin de tes forces. J'ai pris le verre avec des mains tremblantes. Où savez-vous tout ça? Et pourquoi? Pourquoi faisiez-vous semblant? Eleanor Vance a souri faiblement. Dans cette ville, je sais tout sur tous ceux qui comptent, ou qui pensent qu'ils comptent. Et je faisais semblant parce que c'est utile. Les gens n'ont pas peur des aveugles, et ils disent des choses devant eux qu'ils ne diraient jamais à quelqu'un qui peut voir. Je suis souvent assise là, à observer, à écouter. Aujourd'hui, j'ai eu de la chance. J'ai vu une performance intéressante. Elle s'est installée dans le fauteuil en face de moi. Votre mari est un parasite mesquin, ambitieux et stupide. Il a contracté d'énormes dettes pour construire une maison tapa accent grave-l'œil et jeter de la poudre aux yeux des personnes importantes, et maintenant il a décidé de se débarrasser de vous et de votre appartement pour la payer. Ai-je raison? J'ai hoché la tête à nouveau. L'appartement. C'était l'appartement de mes parents, la seule chose qui m'appartenait vraiment. Je vais vous aider, a déclaré Eleanor Vance avec fermeté. Je vais vous donner tout ce dont vous avez besoin, des vêtements, un téléphone, les meilleurs avocats. Nous allons récupérer votre appartement et votre réputation, mais ce ne sera pas gratuit. Que voulez-vous en retour? J'ai murmuré, vous me devrez quelque chose. Vous pouvez considérer cela comme une faveur ou une dette. Vous déciderez cela vous-même le moment venu. Je vous demanderai une faveur en retour, mais pour l'instant, vous ferez exactement ce que je vous dirai. D'accord? J'ai regardé dans ses yeux durs et impassibles. Je savais que je passais un accord avec le diable, mais le diable m'offrait le salut alors que le mari qui avait juré de m'aimer m'avait laissé mourir sur le bord de la route. D'accord, ai-je dit. Eleanor Vance a acquiescé, satisfaite. Elle ne semblait pas avoir douté de ma réponse une seule seconde. À ce moment-là, quelque chose a cliqué dans mon esprit, un souvenir que mon cerveau, effrayé et humilié, avait bloqué jusqu'à présent, une image des dernières secondes à cet abribus. Je me suis souvenu de la voiture de Marcus qui démarrait, de la façon dont je l'avais regardé s'éloigner, et de la façon dont, alors même que je m'éloignais dans la berline noire d'Eleanor, j'avais jeté un dernier regard en arrière sur l'endroit où j'avais été abandonné, et je l'avais vu. La voiture de Marcus n'était pas partie. Elle était garée à environ 100 mètres plus loin sur la route, cachée juste au coin de la courbe. Il ne s'était pas contenté de s'éloigner. Il s'était arrêté. Il m'observait, s'assurant que j'étais laissé seul, impuissante et dans un désespoir total. Il n'avait pas seulement voulu m'abandonner, il avait voulu savourer mon humiliation jusqu'à la dernière goutte. Ce n'est que lorsqu'une autre voiture est arrivée et m'a prise en charge qu'il est finalement parti. Une horreur froide, bien plus forte que le désespoir, m'a transpercé. Ce n'était pas une dispute. Ce n'était pas un acte impulsif. C'était une performance planifiée, froide et cruelle, où l'on m'avait assigné le rôle de victime et à lui celui du public. La réalisation a brûlé à l'intérieur de moi, remplaçant les larmes et la confusion.
À leur place est venue une rage froide et retentissante. Le verre dans ma main a tremblé, et quelques gouttes d'eau sont tombées sur le rembourrage coûteux. Je ne l'ai même pas remarqué. Tout mon être était concentré sur une seule pensée, il ne m'a pas seulement abandonné, il a apprécié ma souffrance. Eleanor Vance a observé le changement dans mon expression avec une approbation non dissimulée. C'est mieux, a-t-elle dit, et il y avait quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction dans sa voix. La haine est un bien meilleur carburant que l'apitoiement sur soi. On peut voyager loin avec elle. Elle a appuyé sur un bouton d'une petite télécommande posée sur la table. Une minute plus tard, une femme en robe grise sévère, ressemblant à une gouvernante d'un vieux film, est entrée silencieusement dans la pièce. Estelle, montre à Naomi la chambre d'amis, laisse-la prendre une douche, prépare des vêtements, des sous-vêtements, tout ce dont elle a besoin, taille 40, je crois, et apporte-nous le dîner ici au salon, quelque chose de simple. Estelle a acquiescé, ne m'a même pas jeté un coup d'œil, et a dit, suivez-moi, s'il vous plaît. Je me suis levé en silence et je l'ai suivi. La chambre d'amis était aussi grande et impersonnelle que le reste de la maison. Dans la salle de bain, sur les étagères blanches comme neige, se trouvaient de nouvelles bouteilles non ouvertes de shampoing et de gel douche. Une nouvelle brosse à dents était prête sur le lit. Des vêtements étaient soigneusement disposés, un pantalon sombre, un pull en cachemire beige neutre, un ensemble de sous-vêtements. Tout était cher, de haute qualité et totalement dépourvu d'individualité, comme un uniforme. Après m'être douché et changé, je me suis senti un peu mieux. L'eau chaude a lavé une partie du choc, et les vêtements propres m'ont donné un fragile sentiment de contrôle. Quand je suis retourné au salon, le dîner était déjà servi sur la table, du poulet rôti, de la salade, du pain tranché, et 2 autres personnes. L'un était Darius, le chauffeur. Il se tenait près du mur, les mains jointes derrière le dos, immobile comme une statue. Le deuxième homme, environ 50 ans, en costume impeccable et à fines lunettes cerclées, était assis dans un fauteuil. Il avait le visage d'un homme qui ne souriait jamais. « Naomi, assieds-toi, mange quelque chose » a dit Eleanor Vance. « Voici monsieur Josiah Wells, mon avocat. Il s'occupera de vos affaires. » L'avocat a ajusté ses lunettes et m'a regardé avec des yeux secs et indifférents. « Naomi Sterling, sur la base des informations préliminaires, votre mari a commis un acte qui pourrait être qualifié d'abandon dans une situation dangereuse. Cependant, prouver une intention malveillante sera pratiquement impossible. Il affirmera que vous vous êtes disputé, que vous êtes sorti de la voiture volontairement et qu'il est reparti bouleversé. Il n'y a pas de témoin, alors oubliez ça. Ce n'était que le prélude. » Ces paroles étaient précises et froides, comme des coups de bistouri. La priorité maintenant est votre propriété, en particulier l'appartement dont vous avez hérité de vos parents. C'est votre propriété personnelle, non soumise au partage en cas de divorce. Il n'a aucun droit dessus, mais le fait qu'il ait franchi une étape comme celle d'aujourd'hui suggère qu'il est prêt à agir de manière non conventionnelle. « Que dois-je faire » ai-je demandé à voix basse. Eleanor Vance est intervenue à nouveau. Elle a ramassé un nouveau smartphone, encore dans sa boîte, sur la table. « Voici votre nouveau téléphone. Le numéro est propre, non enregistré nulle part. Communication uniquement par ce biais. Considérez votre ancien numéro comme perdu. Il n'a que 2 numéros enregistrés, celui de Monsieur Wells et le mien. Vous n'avez besoin de personne d'autre. » Elle a fait une pause. « Maintenant, rentre chez toi. » Je l'ai regardée, surprise. « Pourquoi ? » ?»« Pour voir ce qu'il a vraiment fait, » a répondu Eleanor. « Tu penses qu'il t'a juste jeté sur l'autoroute ? Ce n'était que le début. Tu dois tout voir de tes propres yeux, le sentir, comprendre à qui tu as affaire. Darius va Y emmener. » Un sentiment de force, mêlé à la peur, m'a envahi à nouveau. Avec un tel soutien, je me sentais presque invincible. J'avais le meilleur avocat. J'avais une protectrice que toute la ville craignait clairement. Marcus n'était qu'un fonctionnaire de petite envergure. Que pouvait-il bien faire ? Darius a conduit aussi doucement et silencieusement que la première fois. Nous sommes entrés dans la ville, qui s'enfonçait déjà dans le crépuscule du soir. Des rues familières, des maisons, des magasins, et puis notre pâté de maison. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. « Je vais attendre ici » a dit Darius sans émotion quand je suis sorti de la voiture. J'ai acquiescé et j'ai marché vers l'entrée. Mes mains tremblaient un peu. J'imaginais ouvrir la porte avec ma clé et le trouver assis dans le salon,
confiant que j'irais quelque part sur une autoroute sombre. J'ai imaginé son visage quand il m'a vu sur le seuil, fort, calme, prêt à la guerre. Je suis monté dans mon appartement au 3e étage. Elle était là, la porte familière revêtue de cuir. J'ai pris mon trousseau de clés dans la poche de la veste que j'avais laissée dans la voiture ce matin. J'ai mis la clé dans la serrure, et elle ne tournait pas. Je me suis figé, j'ai essayé à nouveau. La clé n'entrait qu'à moitié et heurtait quelque chose. Je l'ai retirée, l'ai regardée comme si la clé était à blâmer, puis l'ai insérée à nouveau. Même résultat. La panique que j'avais si soigneusement réprimée a commencé à remonter des profondeurs de mon âme. J'ai essayé la 2e clé pour la serrure du bas. La même chose. Les serrures étaient neuves. Il avait changé les serrures. J'ai reculé de la porte comme si j'avais été frappé. Ce n'était pas possible. C'était mon appartement, l'appartement où j'ai grandi, où ça sentait la tarte de ma mère et les livres de mon père. Il ne pouvait pas. Il n'en avait pas le droit. J'ai frappé fort plusieurs fois à la porte avec mon poing. Marcus, ouvre. Je sais que tu es là. Ouvre cette porte maintenant. Silence. Pas un bruit, pas un murmure. Seule une voisine curieuse a jeté un coup d'œil depuis le palier au-dessus, mais en me voyant, elle a rapidement disparu derrière sa porte. Mes mains ont instinctivement cherché le nouveau téléphone. J'ai trouvé le numéro de Monsieur Wells. L'avocat a répondu instantanément, comme s'il attendait. Oui, Monsieur Wells, c'est Naomi. Il a changé les serrures. Je ne peux pas entrer dans mon propre appartement. Je m'y attendais, a-t-il répondu calmement. Appelez le service du shérif. Dites que des individus inconnus ont changé les serrures de votre appartement et que vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Pas un mot sur votre mari, juste des individus inconnus. Attendez-les. Je suis en route. Appeler la police me semblait tellement absurde, appeler la police juste pour entrer dans ma propre maison. J'ai composé le 911 et expliqué la situation à la répartitrice d'une voix tremblante. Ils ont promis qu'une voiture de patrouille arriverait. L'attente était angoissante. Je me suis assise sur les marches, recroquevillée, fixant ma porte, qui était soudainement devenue étrangère et hostile. Après 20 minutes, 2 agents sont apparus sur le palier, un jeune adjoint au visage fatigué et son partenaire plus âgé. « Vous avez appelé » a demandé l'adjoint paresseusement. « Quelle est la situation ?» Je me suis levé et j'ai essayé d'expliquer. « C'est mon appartement. Je suis rentré chez moi, et mes clés ne fonctionnent pas. Les serrures ont été changées. Avez-vous les documents de l'appartement ? Votre pièce d'identité, a demandé l'agent plus âgé. Tout est à l'intérieur, ai-je répondu impuissante. Je suis parti ce matin sans mon sac à main. L'adjoint a ricané avec scepticisme. Je vois. Eh bien, nous ne pouvons pas légalement défoncer la porte. Peut-être que vous l'avez vendue, ou peut-être que des parents vivent ici. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée en bas a claqué, et des pas rapides ont résonné dans l'escalier. Marcus est apparu sur le palier, mais il n'était pas seul. Marchant à ses côtés, lui tenant le bras, se trouvait une jeune et belle femme dans un tailleur élégant, Tiffany Chambers, la fille du procureur de district. Je la connaissais grâce aux événements de la ville auxquels j'assistais parfois avec mon mari. Marcus avait l'air calme et confiant. Il a même feint l'inquiétude sur son visage. « Naomi, te voilà. Je t'ai cherché partout. Pourquoi ne réponds-tu pas à ton téléphone ?» Il s'adressait à moi, mais ses yeux étaient fixés sur les agents. « Messieurs, y a-t-il un problème ? C'est ma femme, elle traverse une période difficile, un peu instable. » Tiffany se tenait silencieusement à ses côtés, me regardant avec mépris. Et puis je l'ai vue. Autour du cou de Tiffany, il y avait une fine chaîne en or avec une petite perle de forme irrégulière. C'était le pendentif de ma mère, le seul bijou de valeur que je gardais dans une boîte dans la chambre. Tiffany, attrapant mon regard, toucha négligemment la perle avec ses doigts. Un léger sourire triomphant effleura les coins de ses lèvres. « Votre femme prétend qu'elle ne peut pas entrer dans l'appartement, a dit l'adjoint, et son ton avait déjà changé. Il regardait l'homme respectable et confiant, pas la femme débraillée sans document. « Ah, ça !» Marcus soupira avec sympathie. « Oui, j'ai été obligé de changer les serrures pour sa propre sécurité, et la nôtre. Nous divorçons. Naomi a des épisodes d'agressivité ces derniers temps.
Il a pris quelques papiers dans un dossier et les a remis à la police. Ceci est une copie de la requête en divorce, et ceci est une ordonnance restrictive. Il lui est interdit de s'approcher de moi ou de cet appartement. Son médecin l'a fortement recommandé. Je le fixais, ma vision s'obscurcissant. Divorce, ordonnance restrictive, médecin. Que de mensonges. Que de mensonges monstrueux et calculés. Ce n'est pas vrai, j'ai crié. Il ment sur tout. C'est mon appartement. Calmez-vous, madame, a dit l'adjoint sévèrement, en examinant les papiers. Tout cela est officiel. Il y a un sceau. À ce moment-là, Monsieur Wells est arrivé sur le palier. Il m'a fait un signe de tête silencieux et s'est adressé aux agents. Je suis l'avocat de Naomi Sterling. Que se passe-t-il ici? Marcus l'a scanné d'un regard scrutateur. Et qui pourriez-vous être? Ma cliente ne peut pas accéder à sa propre propriété. Selon les documents, l'appartement lui appartient de droit d'héritage. C'était sa propriété, a corrigé Marcus calmement, ses yeux brillaient. Il attendait ce moment. Il le savourait. L'agent le plus âgé, ayant fini de lire le dernier papier, leva les yeux et me jeta un coup d'œil avec une pitié mal dissimulée. Madame, je crains que vous n'ayez plus de droit sur cet appartement. Selon ce document, déposé auprès du bureau d'enregistrement du comté, vous n'êtes plus la propriétaire. Monsieur Wells fronça les sourcils. Quel document? Montrez-moi. Marcus, avec le même sourire moqueur, lui tendit une autre feuille. L'avocat l'a rapidement parcouru. Son visage est devenu impénétrable. Pour la première fois, il me passa silencieusement le papier. C'était un accord d'achat et de vente, daté d'il y a 2 semaines. Il indiquait que moi, Naomi Ann Sterling, avais vendu mon appartement de 3 chambres au centre-ville à mon mari, Marcus David Sterling, pour une somme symbolique de $25 000. Et au bas, sous le texte, se trouvait ma signature, claire, nette, identique à ma vraie signature, jusqu'à la dernière fioriture, parfaite, et absolument 100% fausse. J'ai regardé le papier, et une seule pensée m'est venue à l'esprit, ce n'est pas possible. Cela ne peut tout simplement pas être. Je ne vendrai jamais mon appartement, jamais, pour aucune somme d'argent. C'est un faux, ai-je murmuré, incapable de détourner mon regard de la fausse signature. Monsieur Wells m'a pris le contrat et l'a examiné attentivement. Oui, c'est évident, a-t-il dit sans lever la tête. La signature est très habilement réalisée, mais il y a des signes indiquant que ce n'est pas l'original. Marcus ricana. Ne me faites pas rire, conseiller. Tous mes documents sont en règle, notariés. Si votre cliente a eu un changement d'avis, c'est son problème. Ce contrat n'a aucune force légale, a déclaré fermement Monsieur Wells. Nous allons déposer un rapport de police pour faux en écriture et fraude, et je suis convaincu qu'une analyse d'experts confirmera que nous avons raison. Allez-y, déposez, Marcus haussa les épaules. C'est votre droit. Je crains juste que d'ici là, votre cliente n'ait plus nulle part où vivre ni rien d'autre. Au fait, messieurs, il se tourna vers l'adjoint, j'aimerais ajouter un autre point à ma déclaration. Je soupçonne ma femme d'avoir volé une grosse somme d'argent dans l'appartement et de se cacher de moi. J'ai haleté. De quoi parlez-vous? Quel argent? Ne fais pas semblant, Naomi, Marcus a roucoulé doucement. Tu sais exactement de quoi je parle. Tu as pris toutes mes économies, jusqu'au dernier centime, et maintenant tu essaies de t'enfuir. C'est un mensonge, j'ai crié. Je n'ai rien pris. Les agents ont échangé des regards. La situation devenait de plus en plus compliquée, une dispute conjugale, un divorce, un appartement, de l'argent. Ils ne voulaient clairement pas s'impliquer. Très bien, les amis, a dit l'adjoint, nous devons déposer un rapport. Descendons au commissariat et réglons ça. Je vous accompagnerai, a déclaré Monsieur Wells. Marcus a fait un signe de tête à Tiffany. Elle a pris des clés dans son sac à main et a ouvert la porte de l'appartement. Excusez-moi, messieurs, mais je dois y aller. J'ai une réunion importante. Marcus, appelle-moi. Elle m'a jeté un regard méprisant et a disparu dans l'appartement, laissant la porte entr'ouverte. Marcus l'a regardé partir et s'est tourné vers moi avec un sourire triomphant. Alors, Naomi, c'est là que tu atterris? Sans appartement, sans argent, et maintenant tu seras marquée comme une voleuse? Qui te croira? J'ai tout verrouillé. Tu n'es personne.
Je l'ai regardé et je n'ai vu que de la haine pure. Il s'était transformé en un monstre malveillant, vengeur et totalement sans principe. Et j'ai soudain réalisé que j'avais perdu. Il m'avait déjoué, il m'avait détruite. Les agents ont conduit Monsieur Wells et moi vers la voiture de patrouille. Je marchais comme dans un brouillard, ne sentant ni le sol sous mes pieds ni le froid, ni la honte, seulement le vide. Nous avons passé plusieurs heures au commissariat à déposer un rapport, à poser des questions, à expliquer. Tout était inutile. La police prenait clairement parti pour Marcus. Il me posait des questions tendancieuses, me mettait la pression, essayait de me déstabiliser. Monsieur Wells a essayé de s'y opposer, mais ils n'ont pas écouté ses arguments. Finalement, au petit matin, ils nous ont laissé partir. J'ai quitté le commissariat complètement brisé et vidé. Monsieur Wells m'a silencieusement conduite à sa voiture. « Je vais vous ramener chez mademoiselle Vance », a-t-il dit. Nous avons fait tout le trajet en silence. Je fixais la fenêtre, ne voyant que ma défaite. Je n'avais nulle part où aller. Je n'avais pas d'argent. J'étais sans abri, et pire encore, j'étais impuissante. Marcus m'avait tout volé, même mon identité. À la maison d'Eleanor Vance, j'ai été accueilli avec réserve. Estelle m'a montré ma chambre et m'a silencieusement apporté le petit déjeuner. Eleanor Vance ne m'a convoqué qu'après le déjeuner. Elle était assise dans son fauteuil comme une reine sur un trône. Il n'y avait ni sympathie ni regret dans ses yeux, seulement un regard froid et évaluateur. « Alors, Naomi, a-t-elle demandé, as-tu fini de jouer la victime ? Je t'ai donné toutes les chances de te battre, et qu'as-tu fait ? Tu t'es laissé détruire. » Je n'ai rien dit. Je ne savais pas quoi dire. « Comprends-tu que tu n'es plus personne maintenant ?» a continué Eleanor Vance. « Sans domicile, sans emploi, avec une réputation ruinée. Ton mari a tout fait pour te détruire, et je dois admettre qu'il a réussi. Que dois-je faire ? ai-je demandé doucement. Que dois-tu faire ? Eleanor Vance ricana avec mépris. Poursuivre, déposer une réclamation devant le tribunal, prouver que l'accord d'achat et de vente est un faux, exiger une analyse d'experts, embaucher des détectives. C'est long, coûteux et très probablement inutile. Ton mari a tout verrouillé. Tu vas gâcher une année de ta vie et une somme d'argent considérable, et au final, tu n'accompliras rien. Mais que dois-je faire alors ? me suis-je écrié avec désespoir. Batte-toi, a coupé Eleanor Vance, mais pas au tribunal. Tous les coups sont permis en amour et à la guerre. La réputation est la chose la plus précieuse qui te reste, et elle peut être utilisée. Marcus veut que tout le monde pense que tu es une alcoolique et une voleuse ? Très bien. Nous allons nous assurer que tout le monde voit qui il est vraiment, comment il joue publiquement à la politique. Il veut être un homme respecté ? Alors nous attaquerons sa réputation. Nous ferons de son nom un synonyme de corruption et de tromperie. Mais comment pouvons-nous faire ça ? Il a tout verrouillé. Personne ne me croira. La croyance est hors de propos, a répondu Eleanor Vance. Ce qui compte, c'est que les gens en parlent. Ce qui compte, c'est que son nom soit sur toutes les lèvres. Ce qui compte, c'est de créer un tollé public si massif que même ses protecteurs ne pourront pas le protéger. Elle a fait une pause, me regardant avec ses yeux perçants. Demain, il y a un gala de charité au centre-ville. Toute l'élite de la ville sera là, des politiciens, des hommes d'affaires, des fonctionnaires. Et ton mari prononce un discours. C'est ta chance. Que dois-je faire ? Tu dois y aller, a répondu Eleanor Vance, et lui poser une seule question, publiquement, devant tout le monde, et cette question doit être une question à laquelle il ne peut pas répondre. Quelle question ? Tu le découvriras, Eleanor Vance a souri. Maintenant, va te préparer. Estelle va te donner une robe. Tu dois être impeccable. Tu dois montrer à tout le monde que tu n'es pas brisé. Tu dois être une reine. J'ai quitté le bureau d'Eleanor Vance avec un sentiment de vague malaise. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Je ne savais pas ce que je devais faire. Mais je savais une chose, je ne serais plus une victime. Je me battrais. Estelle m'a bien apporté des robes, des tenues de soirée, élégantes, parfaitement ajustées. Elle m'a aussi coiffé et maquillé. Quand je me suis regardé dans le miroir, je ne me suis pas reconnu. Devant moi se tenait une femme différente, forte, confiante, prête au combat. Darius m'a conduite jusqu'au bâtiment où se déroulait le gala. Des gens en tenue de soirée se promenaient autour de l'entrée.
La musique jouait et des flashs d'appareils photo crépitaient. Je suis sorti de la voiture et, la tête haute, j'ai marché vers les portes. J'avais l'impression de marcher sur une corde raide, consciente des regards de centaines d'yeux. Les gens me reconnaissaient, chuchotaient et se retournaient, mais personne n'osait s'approcher. Je suis entré dans la salle et me suis figé. Les décorations luxueuses, les lustres en cristal, les hors-d'œuvre exquis, tout cela ressemblait à un décor de la vie de quelqu'un d'autre. J'ai vu Marcus. Il était debout sur la scène, entouré de fonctionnaires importants et d'hommes d'affaires, parlant dans un microphone. Son visage rayonnait d'une satisfaction suffisante. J'ai commencé à me frayer un chemin vers la scène. Les gens s'écartaient devant moi comme si j'étais un fantôme. Je sentais mon cœur battre la chamade dans ma poitrine. Je devais le faire. Je devais poser cette question. Marcus a terminé son discours, et la salle a éclaté en applaudissements. Il est descendu de la scène et s'est dirigé vers la sortie. C'était ma chance. Je l'ai intercepté juste à la porte. Marcus, ai-je dit fort. Il a tressailli et s'est retourné. En me voyant, il est resté sans voix pendant un moment. Son visage s'est tordu de fureur. Que fais-tu ici? Comment es-tu entré? Dis-moi, Marcus, ai-je dit calmement, en le regardant droit dans les yeux, où as-tu pris le droit de vendre l'appartement de ma mère? Un silence est tombé sur la salle. Tous les regards étaient fixés sur nous. Marcus a pâli. Il a essayé de dire quelque chose, mais les mots sont restés coincés dans sa gorge. Et puis, comme de nulle part, Tiffany s'est interposée entre nous. Elle a attrapé le bras de Marcus et l'a tiré de côté. Ne faites pas attention à elle, a dit Tiffany à haute voix, s'adressant à la foule. Elle est ivre. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle a un trouble mental. Elle a sorti son téléphone de sa pochette. Voyez par vous-même. Elle a appuyé sur un bouton, et le son est sorti du haut-parleur du téléphone, le son d'une voix ivre et pâteuse, ma voix. Une image est apparue sur l'écran du téléphone. Je me suis vu. J'étais assise à une table lors d'une fête. J'étais ivre. Je riais, marmonnais quelque chose et chantais de manière incohérente une chanson. La vidéo avait été filmée quelques semaines plus tôt lors de la fête d'anniversaire de mon neveu. Je me souvenais de cette soirée. J'avais bu trop de vin, mais je n'avais rien fait de mal. Je m'amusais juste. Tiffany a arrêté l'enregistrement. Vous voyez, a-t-elle dit, en regardant la foule. Elle ne se souvient même pas de ce qui s'est passé la nuit dernière. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle sait quoi que ce soit sur la paperasse? Un silence est tombé sur la salle, mais c'était un silence différent, pas tendu et attentif mais compatissant et critique. Quelqu'un a gloussé. Quelqu'un d'autre a grogné avec mépris. Quelqu'un a secoué la tête. J'ai senti mon visage brûler de honte. Je n'étais pas seulement embarrassé. J'étais humilié. J'avais été ridiculisé, piétiné dans la boue. Tiffany a souri triomphalement. Vous voyez comment elle est vraiment? Une femme misérable et ivre qui essaie de ruiner la vie d'un homme qui réussit. Ne la croyez pas. Elle ment. La foule a commencé à se disperser. Les gens se détournaient de moi comme si j'étais une lépreuse. Personne ne voulait avoir affaire à moi. Je me suis retrouvé seul au milieu de la salle, humilié, déshonoré et anéanti. Ma tentative de me battre s'était transformée en un échec complet. Marcus et Tiffany avaient gagné. Ils m'avaient détruite complètement et irrévocablement. Je ne me souvenais pas comment j'avais quitté la salle. Les ricanements et les chuchotements se sont fondus en un seul SM bourdonnant qui m'a suivi jusqu'à la sortie. Je me suis tenu sur le porche froid, me serrant contre moi-même, regardant les voitures passer. Je voulais disparaître, me dissoudre, m'enfoncer dans le sol. À ce moment-là, la berline noire familière s'est arrêtée silencieusement à côté de moi. Darius est sorti, a ouvert la porte arrière et m'a simplement regardé. Pas de mots, pas de questions. Il a juste attendu. Je suis silencieusement monté dans la voiture. Nous avons fait tout le chemin jusqu'à la propriété d'Eleanor Vance dans un silence complet. Je fixais les lumières de la ville à travers la fenêtre, mais je ne voyais que mon reflet dans le verre, une femme en robe coûteuse, avec du maquillage étalé et des yeux vides. Le plan d'Eleanor avait échoué. Non, je l'avais fait échouer. J'étais à nouveau une victime, seulement cette fois publique. Le lendemain matin a apporté de nouveaux coups. D'abord, mon patron de l'usine, Monsieur Thompson, m'a appelé.
Sa voix était sèche et officielle. Naomi Sterling, bonjour. En raison de la situation actuelle et du scandale public qui pourrait nuire à la réputation de notre entreprise, la direction a pris une décision. Vous êtes en suspension de fonction indéfinie sans salaire. Mais monsieur Thompson, ce n'est pas vrai. J'ai essayé de m'y opposer. Tout cela est de la calomnie. Je ne sais pas, m'a-t-il coupé, et je ne veux pas savoir. Nous dirigeons une entreprise sérieuse, pas un endroit pour les disputes familiales. Les documents vous seront envoyés par coursier. Au revoir. La ligne a été coupée. J'étais viré, poliment, légalement, mais c'était un licenciement. J'ai essayé d'appeler ma seule amie proche, qui travaillait dans le même service que moi. Le téléphone a sonné, mais personne n'a répondu. 1 heure plus tard, un court texto est arrivé. Naomi, désolé, je ne peux pas parler tout de suite, et s'il te plaît, ne me rappelle pas. J'ai une famille et des enfants, et je n'ai pas besoin de problème. J'étais devenu une paria. Marcus et Tiffany m'avaient transformé en une paria sociale du jour au lendemain. Eleanor Vance ne m'a convoqué que le soir même. Elle était furieuse, mais sa colère n'était pas dirigée contre Marcus. « Tu es faible », a-t-elle craché dès que j'ai franchi le seuil de son bureau. « Je t'ai mis une arme dans les mains, et tu l'as laissé la faire tomber de tes mains et utiliser cette même arme pour te battre. Tu es monté sur le ring et tu as abandonné après le premier coup. Mais que pouvais-je faire, ai-je murmuré. Elle a montré cette vidéo. Tu aurais dû t'y préparer, a interrompu Eleanor. Ne connaissais-tu pas ton mari? Ne savais-tu pas de quel genre de trahison il était capable? La poursuite pour faux en écriture est maintenant une menace vide. Monsieur Wells a déjà tout découvert. Les experts de notre ville sont achetés. Ils concluront que la signature est authentique. Ils diront que tu as signé le contrat alors que tu étais dans un état second et que tu ne t'en souviens tout simplement plus. Cette vidéo est la confirmation parfaite. L'affaire sera close avant même qu'elle ne s'ouvre. Tu as perdu. Les mots d'Eleanor étaient impitoyables mais justes. Je me suis effondré sur la chaise, me sentant complètement impuissante. Tous les chemins étaient bloqués, le tribunal, la police, l'opinion publique, tout était du côté de Marcus. Alors c'est la fin, ai-je demandé d'une voix creuse. Pour les faibles, oui, a répondu froidement Eleanor. Pour ceux qui se battent, non. Réfléchis. Il doit y avoir quelque chose dont il n'a pas tenu compte, un petit détail, un document qu'il n'a pas pu falsifier, quelque chose qui prouvera ton droit incontestable à cet appartement. J'ai fermé les yeux, essayant de me concentrer. J'ai passé en revue tout ce qui concernait l'appartement dans ma mémoire, et soudain, une image a flashé dans mon esprit, le vieux dossier bleu. Mon père y conservait tous les documents les plus importants, les certificats de naissance, les diplômes et oui, l'accord de privatisation original de l'appartement et le certificat d'héritage, les originaux avec les signatures, les sceaux et les filigranes authentiques. Marcus ne pouvait pas falsifier ces documents. Je l'ai, ai-je dit, en ouvrant les yeux. Les originaux, le contrat authentique et le certificat d'héritage. Avec ça, n'importe quel avocat peut prouver que l'accord d'achat et de vente est un faux. Où sont-ils? A demandé Eleanor immédiatement. Dans notre ancien chalet familial à Willow Creek. Mon père y gardait toujours les papiers les plus importants. Il ne faisait pas confiance aux appartements en ville, il disait qu'il était plus facile d'y voler. Bien, Eleanor a acquiescé. C'est une chance, mais nous devons agir rapidement et discrètement. Personne ne doit savoir que tu y vas, surtout ton mari. Cette nuit-là même, je suis parti. Darius m'a conduite à la périphérie de la colonie et m'a déposée. Tu as 2 heures, a-t-il dit. Ensuite, je t'attendrai à cet endroit précis. Si tu ne te montres pas, je pars. Eleanor Vance n'aime pas que ses employés se fassent prendre à faire des choses stupides. J'ai acquiescé. J'ai marché dans les rues sombres et désertes de l'ancienne communauté de vacances. Notre chalet se trouvait juste à la lisière des bois, une petite maison délabrée où j'ai passé toute mon enfance. Il n'y avait ni électricité ni eau courante ici. Marcus détestait cet endroit et l'appelait une cabane. Nous n'étions pas venus ici depuis plusieurs années. La haute clôture que mon père avait construite était penchée. Le portail était sécurisé par un cadenas rouillé. J'ai dû escalader la clôture, me éraflant douloureusement le bras, mais je n'y ai pas prêté attention. La peur d'être attrapé m'a incité à continuer. La porte de la maison était également verrouillée.
J'ai fait le tour de la maison, vérifiant les fenêtres. Une qui donnait sur le jardin a cédé. Le vieux cadre a gémi mais s'est ouvert. J'ai eu du mal à grimper à l'intérieur, inhalant l'air vicié et poussiéreux. J'ai allumé la lampe de poche du téléphone qu'Eleanor m'avait donnée. Le faisceau a illuminé le décor douloureusement familier, le vieux canapé recouvert d'une couverture délavée, la bibliothèque, la table ronde. Mon cœur me faisait mal de nostalgie. Le dossier devrait être dans le bureau de mon père, dans le tiroir du bas de son bureau. J'ai marché dans la petite pièce. Tout était à sa place. J'ai tiré le tiroir lourd. À l'intérieur, sous une pile de vieux journaux, se trouvait la chose même, le dossier bleu. Les mains tremblant d'excitation, je l'ai ouvert. Tout était là, le certificat d'héritage, l'accord de privatisation, tous avec des sceaux authentiques et les signatures de mes parents. J'avais gagné. Avec ces documents, Marcus était un escroc. J'étais sur le point de partir quand, en me levant, j'ai maladroitement trébuché. Mon pied a atterri sur une planche de plancher qui a fait un craquement étrange et s'est déplacé. Je me suis figé. J'ai dirigé la lumière de la lampe de poche vers le bas. La planche était effectivement mal fixée. Je ne l'avais jamais remarqué auparavant. La curiosité a pris le dessus. J'ai enfoncé mes ongles sous la planche et j'ai réussi à la soulever avec effort. En dessous, il y avait une petite indentation, une cachette, et dans la cachette, un petit coffre-fort inifugé de la taille d'une boîte à chaussures. Je ne savais pas quoi penser. Mon père n'avait jamais mentionné de coffre-fort. Peut-être y avait-il de vieilles valeurs familiales à l'intérieur. La serrure à combinaison était simple, 4 chiffres. J'ai essayé l'année de ma naissance. Clique l'année de naissance de mon père. Clique l'année de naissance de ma mère. Clique rien. Alors j'ai essayé l'année de leur mariage, 1975. Le coffre-fort s'est ouvert. J'ai dirigé la lumière à l'intérieur, m'attendant à voir de l'argent ou de vieux bijoux, mais à l'intérieur il n'y avait pas d'argent, pas d'or. À l'intérieur se trouvaient 2 piles de papier bien rangés et 2 passeports étrangers. J'ai ramassé les passeports. Une photo était celle de Marcus, l'autre était celle de Tiffany. Les passeports étaient neufs, délivrés il y a à peine un mois. Ils prévoyaient de s'enfuir. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai mis les passeports de côté et j'ai pris la pile de papier du dessus. C'étaient des sortes de permis, de licences, de plans techniques. Je ne les comprenais pas vraiment, mais les formulaires portaient les sceaux de la commission d'architecture de la ville. Les documents concernaient la construction d'un nouveau complexe commercial à la périphérie de la ville, le projet même qui obsédait Marcus. Et puis je suis arrivé à la dernière feuille. C'était le permis principal pour le début de la construction, et dans le champ pour la personne responsable approuvant le projet au nom du fournisseur d'aciérie, il y avait une signature. J'ai regardé de près et j'ai eu froid. C'était ma signature, ou plutôt ma copie numérique, celle que j'utilisais au travail pour le système de documentation électronique. Et la signature était certifiée avec le sceau de mon département. Le sang a quitté mon visage, et le papier tremblait dans mes mains. Ce n'était pas seulement un plan d'évasion. C'était une monstrueuse machination diabolique. Marcus ne volait pas seulement mon appartement pour rembourser ses dettes. Il me faisait porter le chapeau d'une vaste escroquerie de plusieurs millions de dollars impliquant des terrains municipaux et des contrats de construction. Si cette escroquerie était révélée, tous les fils mèneraient à moi, à ma signature sur le document principal. Il obtiendrait l'argent, quitterait le pays avec sa maîtresse, et je serais envoyé en prison pour de longues années. La panique m'a submergé. C'était plus effrayant que de perdre l'appartement. C'était plus effrayant que l'humiliation publique. C'était une menace pour ma liberté, ma vie. J'ai attrapé frénétiquement le téléphone. Je devais appeler quelqu'un, mais qui? Eleanor? Pour lui dire que j'étais tombé sur une situation encore plus sale qu'avant? La police n'écouterait même pas. Un seul nom était dans ma tête, le seul parent qui, semblait-il, était encore de mon côté, le seul en qui je pouvais avoir une confiance inconditionnelle. Mes doigts, désobéissants, ont composé le numéro. Allô, une voix endormie a répondu au téléphone. Tia, ai-je murmuré, suffoquant de terreur. Tia, c'est moi. J'ai besoin d'aide immédiatement. Quelques secondes de silence ont plané à l'autre bout du fil, brisées seulement par la respiration endormie de Tia. Naomi? Mon Dieu, où es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ta voix, Tia.
Écoute-moi attentivement, ai-je murmuré, jetant un coup d'œil aux fenêtres sombres de la vieille cabane, comme si quelqu'un pouvait écouter. Je n'ai pas le temps de tout expliquer au téléphone. Nous devons nous rencontrer tout de suite. C'est une question de vie ou de mort. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Marcus a dit que tu étais parti, que tu avais des problèmes. La confusion était audible dans la voix de ma sœur. Marcus ment, les jeux interrompus, et de l'acier a résonné dans ma voix. Il ment surtout, Tia. Il m'a piégé. Il veut m'envoyer en prison. S'il te plaît, rencontre-moi. Ne le dis à personne, ni à maman, ni à des amis, et surtout pas à lui. J'ai entendu ma sœur prendre une respiration craintive. D'accord, bien sûr. Où? Dans 1 heure au restaurant ouvert toute la nuit sur Central Avenue. Tu sais, celui-là. C'est petit. Il n'y aura personne maintenant. Oui, je le connais. J'y serai, Naomi. Tiens bon. J'ai raccroché et glissé le téléphone dans ma poche, attrapant le dossier bleu avec les documents de l'appartement et la deuxième, terrifiante pile de papier de fraude. Je suis sorti par la fenêtre, j'ai enjambé la clôture d'une manière ou d'une autre, et j'ai presque couru jusqu'à l'endroit où Darius était censé m'attendre. Nous nous sommes rencontrés dans le restaurant à moitié vide, qui sentait le café et les pâtisseries. Tia était déjà assise à la table la plus éloignée, regardant craintivement la porte. En me voyant, elle a bondi. Naomi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as l'air affreuse. Je me suis effondré sur une chaise et j'ai posé les 2 dossiers sur la table. Mes mains tremblaient. Tia, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai poussé le dossier bleu vers elle. Ce sont les originaux de l'appartement. Avec ceci, je peux prouver que l'accord de vente est faux. Tia a soupiré de soulagement. Dieu merci. Eh bien, alors tout sera résolu. Allons voir l'avocat. Non, les jeux coupés. J'ai ouvert le 2e dossier et j'ai étalé les feuilles avec les faux permis sur la table. C'est le problème principal. Regarde ici. Tia s'est penchée sur les documents. Elle a regardé fixement les plans et les sceaux pendant longtemps, sans comprendre. Qu'est-ce que c'est? C'est une escroquerie, une importante fraude à la construction. Et ceci, j'ai pointé du doigt la dernière page, ma signature numérique. Il l'a volée à mon travail. Il m'a fait porter tout ça sur le dos. Il a volé l'appartement pour obtenir l'argent pour sa fuite, et je serai laissé ici pour assumer la responsabilité de tout. Ce sont leurs passeports étrangers. Il se préparait. Tia a regardé la signature, puis les passeports, et son visage est lentement devenu blanc. Elle a levé les yeux vers les miens, remplis d'horreur. Oh mon Dieu, Naomi. Mais comment? Pourquoi? Ce n'est pas un monstre. C'est un monstre, Tia, un monstre majeur, ai-je répondu d'une voix creuse. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire. Si je donne les documents de l'appartement aux avocats, il utilisera immédiatement ça. Je serai arrêté le jour même. Je suis piégé. Tia est restée assise en silence, tenant sa tête dans ses mains. Il était clair qu'elle réfléchissait intensément. Soudain, elle a levé les yeux. Il y a une personne, mon camarade de classe de l'université. Tu te souviens que je t'ai parlé de lui? Andrew? C'est un très bon avocat maintenant, il travaille à New York, dirige son propre cabinet. Il n'est pas lié à notre ville, à nos procureurs ou à nos juges. Il ne doit rien à personne ici, et il me doit quelque chose. Je l'ai beaucoup aidé une fois dans une affaire. Je l'ai regardé avec espoir. Tu penses qu'il va aider? J'en suis sûr, a chuchoté Tia avec enthousiasme. Écoute, voici ce que nous allons faire. Tu ne dois pas être vu avec ces papiers. Ils sont trop dangereux. Donne-les-moi. J'appellerai Andrew aujourd'hui, je lui expliquerai tout. Demain matin, je prendrai le premier train et je lui remettrai tout personnellement. Il commencera à travailler tout de suite, trouvera des connexions avec les structures fédérales. Ils feront pression sur nos gars locaux, et ils n'oseront pas piper mot. Et tant que les documents seront avec lui, en toute sécurité, Marcus ne pourra pas les atteindre. Le plan semblait raisonnable. Donner les documents à un avocat indépendant qui n'était pas lié au réseau de corruption de la ville était la seule chose à faire. Et à qui pourrais-je faire plus confiance qu'à ma propre sœur? Tu es sûr, Tia? N'est-ce pas dangereux pour toi? Ne sois pas ridicule.
Tia a essuyé une larme de sa joue. Tu es ma sœur. Je ne laisserai pas ce crétin te détruire. Donne-moi tout. Elle a rapidement rassemblé tous les documents dangereux dans son grand sac. Elle m'a rendu le dossier bleu avec les documents de l'appartement. Garde ça avec toi pour l'instant. Accroche-toi à ça. Quand Andrew donnera le feu vert, alors tu l'utiliseras. L'essentiel maintenant est de cacher les preuves. D'accord, vas-y. Je t'appellerai dès que je serai à New York. J'ai ressenti un soulagement énorme, presque insupportable. Une montagne avait été enlevée de mes épaules. Pour la première fois depuis ces jours horribles, j'avais un réel espoir. J'ai serré ma sœur dans mes bras. Merci, Tia. Merci. Je te dois. Tout ira bien, a chuchoté Tia, me serrant à son tour. Nous allons gérer ça. De retour au domaine d'Eleanor, j'ai pu m'endormir pour la première fois depuis longtemps. J'ai caché le dossier avec les documents de l'appartement sous le matelas et je me suis plongé dans un sommeil profond et sans rêve. C'était comme si le cauchemar avait enfin commencé à s'éloigner. Je me suis réveillé avec un coup frappé brusque et exigeant à la porte, pas la porte de ma chambre, mais la porte d'entrée de la maison. Il était encore tôt le matin. J'ai entendu Estelle descendre rapidement le couloir. Puis des voix graves d'hommes ont retenti. Mon cœur battait anxieusement. J'ai mis un peignoir et je suis sorti dans le couloir. 3 hommes se tenaient dans le couloir, 2 en uniforme de police et un en civil avec un visage sévère et déterminé. Eleanor Vance était déjà là dans son peignoir sévère habituel, fixant froidement les invités non invités. « Qu'est-ce que cela signifie » a-t-elle demandé. L'homme en civil a montré une carte d'identité. Détective-major est, Force opérationnelle fédérale anticorruption. Nous avons un mandat de perquisition pour cette maison et un mandat d'arrêt pour la citoyenne, Naomi Ann Sterling. Sur quelle base, a demandé Eleanor d'un ton glacial. Sur les bases d'une enquête criminelle active pour fraude et falsification de documents, a répondu le détective et m'a regardé directement, figé dans l'encadrement de la porte de ma chambre. Naomi Sterling, vous êtes en état d'arrestation. 2 officiers se sont avancés vers moi. L'un d'eux a tordu mes bras derrière mon dos et a claqué les menottes. Le métal froid a brûlé mes poignets. Tout s'est passé comme au ralenti. Nous avons également des informations précises sur l'emplacement des documents qui nous intéressent, a poursuivi le major. Ils sont ici. Il a fait un signe de tête à ses hommes, et ils, ignorant Eleanor, se sont dirigés directement vers la chambre d'amis. 1 minute plus tard, l'un d'eux est sorti en tenant le dossier bleu, celui-même avec les originaux de l'appartement. Mais comment? Qu'est-ce que cela signifie? A demandé Eleanor au détective. Cela signifie, a-t-il répondu avec un sourire narquois, que votre invité n'est pas si simple. Non seulement elle signe de faux permis pour des projets de construction de plusieurs millions de dollars, mais elle garde aussi les documents originaux de l'appartement qu'elle est censée avoir vendu sur elle, se préparant sans doute à faire chanter son mari séparé. Tout s'additionne. J'ai été conduite vers la sortie. L'humiliation, la peur et l'incompréhension totale se sont mélangés en un nœud amer dans ma gorge. Alors que j'étais conduite hors de la maison, le major a sorti son téléphone et a appelé quelqu'un. Oui, tout est en ordre. Nous l'avons. Le sujet et les documents sont sécurisés, grâce à notre informateur anonyme pour l'emplacement précis. Des informations très précieuses. J'ai été placé dans la voiture de police. Alors que la porte se refermait, j'ai jeté un dernier regard désespéré au porche et je me suis figé. Le détective est sorti du coin de la maison. Il s'est lentement approché d'une berline noire garée un peu plus loin. Un homme l'attendait près de la voiture, jeune, bien habillé dans un costume coûteux, l'avocat de New York, l'ami de Tia. Mais il n'avait pas l'air d'un homme venu sauver la sœur de son ami. Il se tenait là en souriant avec assurance. Le détective s'est approché de lui et lui a serré la main fermement. Puis il a dit quelque chose, et les 2 hommes ont ri. L'ami a hoché la tête avec gratitude et a pointé du doigt la maison, vers la fenêtre d'où je venais d'être conduite. Il remerciait la police et me pointait du doigt. Et à ce moment-là, j'ai tout compris. L'ensemble du tableau terrible s'est assemblé dans ma tête. Il n'y avait pas d'ami avocat. Il n'y avait pas de plan de sauvetage. Tia n'était pas allée à New York. Elle n'avait pas appelé son ami. Elle avait appelé Marcus. Elle lui a tout donné. Elle lui a dit où je me cachais, la dernière preuve de mon innocence. Elle m'a vendu, ma propre sœur. Pourquoi?
La voiture a commencé à bouger. J'ai regardé la silhouette qui s'éloignait de l'avocat à la maison d'Eleanor, et il ne restait plus rien dans mon âme qu'un terrain vague brûlé et glacé. Ce n'était pas un piège. C'était une trahison, la trahison la plus terrible, la plus vile dont une personne soit capable. La voiture a filé à travers les rues matinales, mais je n'ai rien vu d'autre que le vide devant moi. La trahison de ma sœur a été un coup dont je ne pourrais pas me remettre. C'était pire que la cruauté de Marcus. C'était la destruction absolue, totale de tout ce en quoi je croyais, ma famille, mon point d'ancrage, mon dernier espoir. Tout était un mensonge. Tia n'a pas seulement aidé Marcus. Elle est devenue son arme. Elle l'a conduit sur la piste. Elle lui a remis les balles. Elle l'a aidé à appuyer sur la détente. L'interrogatoire à la force opérationnelle fédérale a été long et humiliant. Le détective a agi comme si ma culpabilité était déjà prouvée. Il m'a montré les faux documents, pointant du doigt ma signature numérique. Avouez, Sterling. Ce sera mieux pour tout le monde. Dites-nous comment vous avez conspiré avec des personnes non identifiées pour organiser ce stratagème frauduleux. Qui étaient vos complices à l'usine? Qui vous a aidé à accéder au sceau? Je suis restée silencieuse. Que pouvais-je dire? Tout mot serait inutile. Ils avaient déjà écrit le scénario, et mon rôle dedans était celui du criminel. Les preuves étaient irréfutables. Voici les documents avec ma signature. Voici les originaux de l'appartement que j'aurais soi-disant caché pour faire du chantage. Tout semblait logique et convaincant. Marcus et Tia avaient pensé à tous les détails. 2 jours plus tard, j'ai été libéré de façon inattendue. Le sergent de bureau est entré dans la cellule de détention et a dit « Sterling, vous êtes libre de partir. Une caution a été versée pour vous. » Je suis sorti du centre de détention, plissant les yeux à la lumière du jour. Monsieur Wells m'attendait à la porte. Il avait l'air encore plus sombre que d'habitude. « Eleanor Vance a versé la caution » a-t-il rapporté sèchement, ouvrant la portière de la voiture. Montez. Sur le chemin du domaine forteresse maintenant familier, il m'a mis au courant. L'affaire est mauvaise, très mauvaise. Les accusations sont graves. Ils ont les documents. Votre sœur les a donnés. Elle est le principal témoin de l'accusation. Elle témoignera que vous lui avez personnellement donné ces papiers, que vous étiez en panique et que vous lui avez demandé de les cacher. Naturellement, en tant que citoyenne respectueuse des lois, elle l'a immédiatement signalé à la police. Mais c'est un mensonge, me suis-je exclamé. Un mensonge soutenu par des preuves s'appelle un fait au tribunal, a interrompu l'avocat. Votre signature est sur les documents. Le motif, selon leur version, est la vengeance contre votre mari et un désir d'enrichissement injuste. L'affaire est gagnable à presque 100% pour eux. Vous risquez jusqu'à 10 ans. 10 ans? Le nombre a résonné d'une voix creuse dans ma tête. 10 ans de prison pour un crime que je n'ai pas commis? Eleanor Vance m'attendait dans le salon. Elle ne criait pas. Elle était calme, et c'était plus effrayant que n'importe quelle furie. Arrête de pleurer, a-t-elle dit quand j'ai fondu en sanglots, incapable de me retenir. Les larmes n'aideront pas l'affaire. Tu voulais faire confiance à ta sœur. Tu as obtenu le résultat. Maintenant, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Il est temps de commencer à réfléchir. Elle a attendu que je me calme un peu. Le tribunal n'est plus une option. Nous allons perdre. Nous devons aborder cela sous un autre angle. Ton mari a orchestré cette escroquerie parce qu'il avait désespérément besoin d'argent, de beaucoup d'argent, pas seulement pour sa fuite. Il doit de l'argent à quelqu'un, et cette dette lui brûle les pieds. Nous devons découvrir à qui il doit de l'argent et pourquoi. Nous devons trouver ce fil unique que nous pouvons tirer pour défaire tout le gâchis. Mais comment pouvons-nous faire ça, ai-je demandé impuissante. Tu ne peux pas le faire, a répondu Eleanor. Mais je connais une personne qui le peut. Elle a pris un cahier dans le tiroir du bureau, en a arraché une feuille et y a écrit un nom et un numéro de téléphone. Il s'appelle Leonard Price. Il était le meilleur journaliste d'investigation de la ville. Il a déterré plusieurs affaires très médiatisées. Il y a quelques années, il a commencé à enquêter sur ton mari. Marcus commençait à peine sa carrière au conseil municipal à l'époque et était déjà impliqué dans des combines de parcelles de terrain. Léonard a presque terminé le travail, mais il a été arrêté par Tiffany Chambers et son père, le procureur de district Chambers.
Il a été renvoyé avec une mauvaise recommandation, accusé de publier des diffamations. Depuis, il se débrouille avec de petits boulots, écrivant des textes publicitaires pour des brochures. Il déteste ton mari avec une passion brûlante, et il aime l'argent. Appelle-le. Dis-lui que je t'ai envoyé. Léo Price a fixé le rendez-vous dans un vieux bar faiblement éclairé à la périphérie de la ville. Il s'est avéré être un homme dans la cinquantaine avec des yeux fatigués mais très intelligent, portant une veste de tweed usée. Il sentait le tabac et la déception. Il m'a écouté en silence sans interruption. Quand j'ai fini, il m'a regardé pendant un long moment puis a dit, « Je connais cette histoire, le début en tout cas. Je savais que Marcus était un voleur, mais je ne pensais pas qu'il était capable de ça. Et ta sœur? Waouh, quelle famille! Vas-tu aider? Ai-je demandé avec espoir. Eleanor Vance paie bien, a-t-il souri d'un air torve, et j'ai un prêt pour les frais de scolarité de ma fille à l'université, alors oui, je vais aider. Par où on commence? Avec l'argent, ai-je répondu. Nous devons comprendre pourquoi il avait besoin d'une somme aussi énorme si rapidement. Les jours suivants ont été consacrés au travail. Léo, utilisant ses anciennes relations, a déterré tous les secrets financiers de Marcus. Nous nous sommes assis pendant des heures dans son minuscule appartement enfumé, jonché de vieux journaux, examinant les relevés bancaires, les antécédents de crédit et les relevés de transactions. Le tableau qui s'est dégagé était sombre. La maison du lac n'était que la pointe de l'iceberg. Marcus avait vécu au-dessus de ses moyens. Montres chères, costumes, voyages dans des centres de villégiature, cadeaux pour Tiffany, tous achetés à crédit. Le montant total de la dette envers les banques était colossal, mais même cela n'expliquait pas l'urgence et le risque extrême qu'il avait pris. Il y a autre chose ici, a dit Léo, regardant un autre relevé. Regarde, outre les paiements officiels des prêts, il y a des virements réguliers de sommes importantes vers le même compte à la même date chaque mois, et ce compte est anonyme, enregistré au nom d'une société écran. Ce n'est pas un prêt. C'est du chantage. Chantage, ai-je répété. Qui pourrait le faire chanter? Quelqu'un qui sait quelque chose sur lui qui pourrait détruire sa carrière et sa vie encore plus rapidement que ses dettes, a réfléchi Léo. Quelque chose de pire que le vol. Nous devons trouver le propriétaire de ce compte, mais c'est presque impossible. Nous avons heurté un mur. Léo a essayé de retracer le compte par ses canaux, mais sans succès. Toutes les traces ont été coupées. J'étais désespéré. J'ai repassé les événements des dernières semaines encore et encore, essayant de trouver une sorte d'indice, et soudain je me suis souvenu d'un détail minuscule, insignifiant que j'avais à peine remarqué à l'époque, le jour où j'ai été abandonné à l'arrêt de bus, le chauffeur d'Eleanor, Darius, quand il est sorti de la voiture pour m'ouvrir la porte, j'ai senti ses cigarettes, fortes, épicées, très distinctives, et j'ai vu le paquet qu'il a sorti de sa poche, noir avec une sorte de crête dorée. Je n'avais jamais vu de cigarette comme ça auparavant. J'en ai parlé à Léo. C'est probablement stupide, ai-je dit. Il n'y a pas de détail stupide dans notre métier, a-t-il répondu. Tout détail peut être une clé. Un paquet noir avec une crête ressemble à quelque chose de rare, haut de gamme. Les 2 jours suivants ont été consacrés à l'observation de Marcus. Nous avons attendu à tour de rôle dans la voiture de Léo près du bâtiment du conseil municipal. C'était ennuyeux et épuisant. Marcus venait travailler, partait, rencontrait des fonctionnaires, rien de suspect. Le 3e jour, j'étais de garde. C'était le soir, il commençait à faire sombre. J'étais assise dans la voiture garée de l'autre côté de la rue, buvant du café froid dans une tasse en papier. Soudain, j'ai vu Marcus quitter le bâtiment. Il était seul et clairement nerveux. Il regardait autour de lui. 1 minute plus tard, un homme discret en imperméable gris s'est approché de lui. Ils ont parlé rapidement. Marcus a pris une enveloppe épaisse dans sa mallette et l'a remise à l'homme. L'homme a glissé l'enveloppe dans sa poche sans compter et s'est éloigné rapidement. C'est lui. Le maître chanteur. J'ai attrapé le téléphone pour prendre une photo de lui, mais il faisait déjà trop sombre, et il s'éloignait rapidement. J'ai sauté hors de la voiture et je me suis précipité après lui, essayant de garder mes distances. L'homme en imperméable s'est rendu au coin, a tourné dans une ruelle tranquille et s'est arrêté à côté d'une voiture garée. Ce n'était pas la limousine noire d'Eleanor, juste une berline sombre ordinaire. L'homme est monté sur le siège passager. La portière du conducteur s'est ouverte, et quelqu'un est sorti de la voiture. Je me suis caché derrière un arbre,
le cœur battant dans ma gorge. Le conducteur a pris un paquet de cigarettes dans sa poche et en a allumé une à la lumière du lampadaire. J'ai vu le paquet, noir avec une crête dorée. C'était Darius, le chauffeur d'Eleanor Vance. Il a fini sa cigarette, a jeté le mégot et a remis une autre enveloppe au maître chanteur par la fenêtre. L'homme l'a prise, et la voiture est immédiatement repartie. Je suis resté debout derrière l'arbre, et le sol s'enfonçait sous mes pieds. Le tableau qui s'est formé dans ma tête était si monstrueux que mon esprit refusait de l'accepter. Eleanor, ma sauveuse, ma protectrice, la personne qui m'a donné de l'espoir. Eleanor ne m'aidait pas seulement. Elle était la directrice de ce spectacle. Elle tirait les ficelles des deux côtés. Le maître chanteur qui avait poussé Marcus au désespoir et l'avait forcé à commettre un crime travaillait pour elle. Le chauffeur qui, par coïncidence, est apparu à cet arrêt de bus et m'a sauvé, était son complice. Ce n'était pas de l'aide. C'était un jeu, un grand jeu cruel dans lequel Marcus était la cible, et moi, Naomi, j'étais simplement une arme, un pion déplacé sur l'échiquier pour frapper le roi ennemi. Eleanor m'a utilisé pour régler de vieux comptes avec Marcus. Je suis resté derrière l'arbre longtemps après que les deux voitures soient parties. L'air froid du soir me brûlait les poumons, mais je ne le sentais pas. Tout en moi était engourdi. La trahison de ma sœur avait brisé ma foi en la famille. Les manipulations d'Eleanor ont détruit ma foi dans le salut. J'étais seul, complètement seul, entouré d'ennemis et de marionnettistes. Tout ce qui m'était arrivé n'était pas accidentel, mon humiliation, mon arrestation, mon désespoir. Tout faisait partie du plan cruel de quelqu'un d'autre. Une rage, pure et froide comme la glace, emplissait le vide de mon âme, rage contre Marcus, contre Tia, et maintenant contre Eleanor. J'avais été utilisé. On avait joué avec mon chagrin, exploité ma faiblesse. Je n'étais pas une alliée, j'étais un instrument. Je n'ai pas appelé Léo, j'ai hélé un taxi, le premier que je payais moi-même, avec la petite somme d'argent que le journaliste m'avait donnée pour les dépenses mineures. J'ai donné l'adresse du domaine d'Eleanor. Je devais la regarder dans les yeux. J'ai fait irruption dans la maison, ignorant le regard surpris d'Estelle. Eleanor Vance était assise dans le salon avec un livre. Elle leva les yeux, et il n'y avait aucune trace de surprise dans son regard, comme si elle savait que je viendrais, comme si elle avait attendu ça. Vous savez tout. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Oui, répondis-je calmement, m'arrêtant au milieu de la pièce. Mes mains étaient crispées en poing. Je l'ai vu. J'ai vu Darius. Je l'ai vu remettre de l'argent à l'homme qui faisait chanter mon mari. Eleanor Vance posa son livre et retira lentement ses lunettes de lecture. Et alors, demanda-t-elle, comme si elle parlait du temps qu'il faisait. Ce ton calme et indifférent explosa en moi. Et alors, criai-je. Vous m'avez manipulé. Vous avez tout manigancé. Le chantage, mon sauvetage accidentel. Vous saviez que Marcus ferait quelque chose de stupide. Vous l'avez poussé à le faire. Vous m'avez utilisé pour le détruire. Oui, répondit Eleanor, tout aussi calmement. Elle se leva et se dirigea vers le bar, se versant un verre d'eau. Et alors? La fin justifie les moyens. Le chauffeur est un détail sans importance, le but est Marcus, et vous êtes l'arme la plus efficace qu'on puisse trouver, une épouse offensée, humiliée. Parfait. Pourquoi, murmurai-je, sentant mes forces me quitter. Pourquoi avez-vous fait ça à lui? Et à moi? Eleanor prit une gorgée d'eau et me regarda. Quelque chose qui ressemblait à un souvenir vacilla un instant dans ses yeux. Il y a de nombreuses années, quand votre Marcus était encore un simple assistant d'un ponte, il a aidé son patron à se débarrasser d'une petite usine, mais très prometteusement usine, la première que j'ai construite de toutes pièces. Ils l'ont ruinée, l'ont prise pour une bouchée de pain. J'ai tout perdu. J'ai juré qu'un jour je les détruirais tous. Son patron pourrit dans la terre depuis des années à cause d'une cirrhose, et votre mari. Votre mari a décidé qu'il était un grand homme. Il a oublié, mais pas moi. Maintenant, tout s'est mis en place. C'était une vengeance longue, froide, soigneusement planifiée. Et je me suis juste retrouvé sur votre chemin, demandai-je amèrement. Vous êtes devenu l'instrument parfait. Eleanor me corrigea, et je vous ai donné une chansonne chance non seulement de vous venger, mais de devenir plus forte. Je vous ai appris à vous battre.
Ou préféreriez-vous être toujours assise à cet arrêt de bus, en train de pleurer? Elle avait raison. Aussi monstrueux que cela puisse paraître, elle avait raison. Eleanor m'avait transformé d'une victime en une combattante, bien que ce soit à ses propres fins. Et maintenant, demandai-je. Ma voix était ferme, les larmes et les cris étaient terminés. Maintenant que je sais tout, vous allez me mettre à la porte. Vous allez les laisser me mettre en prison. Eleanor sourit. Au contraire, maintenant que vous savez tout, vous êtes devenue encore plus dangereuse. Vous êtes en colère, vous êtes motivé. Maintenant, vous ne vous battrez plus pour un appartement, mais pour vous-même, et c'est la motivation la plus forte. Elle se dirigea vers son immense bureau, ouvrit un tiroir et en sortit un fin dossier. Elle le jeta sur la table devant moi. Votre mari et sa maîtresse ont un protecteur très puissant, le père de Tiffany, le procureur Chambers. Tant qu'il sera en poste, vous n'aurez aucune chance. Il couvrira à la fois sa fille et son futur gendre. Toutes vos poursuites, toutes vos preuves se briseront contre la porte de son bureau. J'ouvris le dossier. À l'intérieur, il y avait des photos et des photocopies de documents. Sur les photos, le procureur Chambers recevait des enveloppes d'un homme d'affaires local bien connu. Les documents étaient des virements bancaires vers ces sociétés écrans. C'étaient des preuves accablantes de corruption suffisantes pour plusieurs peines de prison à vie. Où avez-vous trouvé ça? J'ai des yeux et des oreilles partout, coupa Eleanor. C'est votre clé pour la liberté. Allez voir Chambers tout de suite, montrez-lui ça et passez un accord. Quel accord? Il abandonne toutes les accusations de fraude contre vous. L'affaire criminelle est classée pour manque de preuves. En échange, vous lui donnez ce dossier et vous disparaissez. Vous quittez la ville pour toujours. Vous devrez renoncer à l'appartement, bien sûr. C'est le prix de votre liberté. Allez-y, Darius vous conduira. C'était une issue laide, injuste, mais une issue pour sauver ma vie, ma liberté, en sacrifiant tout le reste, mon foyer, mon travail, mon passé. 1 heure plus tard, j'étais assise dans la salle d'attente du bureau du procureur. La secrétaire hésitait à me laisser entrer, mais je dis simplement, dites au procureur que j'ai un dossier pour lui de la part d'Eleanor Vance. 30 secondes plus tard, la porte du bureau s'ouvrit. Chambers était un homme corpulent avec un visage sévère et autoritaire. Il me reçut debout. Que voulez-vous, grogna-t-il. Je marchai silencieusement jusqu'à son bureau et déposai le contenu du dossier devant lui, les photos, les documents. Il les regarda, et son visage, qui était devenu rouge écarlate de colère, devint gris cendré. Il s'enfonça lentement dans sa chaise. Que voulez-vous, demanda-t-il, et l'ancienne confiance avait disparu de sa voix. Je veux que l'affaire criminelle contre moi soit immédiatement abandonnée, dis-je clairement. Toutes les charges retirées pour manque de preuves. Le procureur resta silencieux, passant son regard des papiers à mon visage. Très bien, finit-il par lâcher. Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Que veut d'autre Vance? Vance n'a rien à voir avec ça, répondis-je. Ce sont mes conditions. Chambers haussa les sourcils de surprise. Très bien. Vos conditions. Je fis une pause, rassemblant mes pensées. C'était le moment, l'accord. Eleanor m'avait offert un plan clair, la liberté en échange du silence et de l'appartement. C'était logique, c'était sûr. Je veux que je m'arrêtais. Je regardais le visage effrayé de cet homme tout-puissant. Je regardais le dossier avec les preuves. Je me souvenais du visage de Marcus quand il m'avait abandonné sur l'autoroute, du visage de Tiffany avec le pendentif de ma mère autour du cou, du visage de Tia plein de larmes trompeuses, et du visage d'Eleanor froid et calculateur. Ils voulaient tous que je disparaisse, certains en prison, certains dans une autre ville. Ils voulaient tous me briser et me jeter. Et à ce moment-là, quelque chose a cliqué en moi, enfin et irrévocablement. Lentement, de manière démonstrative, je commençai à rassembler les photos et les documents dans le dossier. Le procureur me regardait, sans comprendre. « Que faites-vous » demanda-t-il. J'ai accepté. Je fermai le dossier et le tenais dans mes mains. Je regardai droit dans les yeux de Chambers. « Non, dis-je. » Ma voix était calme mais ferme comme de l'acier. Je ne marchanderai pas. Je me retournai et me dirigeai vers la porte. « Attendez » cria-t-il après moi. « Que allez-vous faire » Je m'arrêtai à la porte mais ne me retournai pas, je vais tout reprendre, mon appartement, mon travail, mon nom.
Et vous, votre futur gendre et votre fille, vous paierez pour tout. Je sortis du bureau, laissant le procureur abasourdi derrière moi. Je passai devant la réception, devant la sécurité, et sortis dans la rue. Je ne suis pas allé à la voiture où Darius attendait. Je marchais dans la direction opposée. J'ai laissé tout le monde derrière moi, mon bourreau, ma sœur traîtresse, mon marionnettiste. À partir de ce moment, je jouais pour moi-même. Je descendais la rue sans destination. Le vent fouettait mon visage, mais je ne sentais pas le froid. Tout à l'intérieur de moi brûlait. La décision que j'avais prise dans le bureau du procureur n'était pas impulsive. Elle avait mûri en moi tous ces jours. Alors que mon monde s'écroulait, d'abord je voulais la justice, puis la survie, maintenant je voulais la rétribution complète et finale. J'atteignis le premier café bon marché que je vis, m'assis à une table près de la fenêtre et sortis mon téléphone. L'alias d'argent que Léo m'avait donné pour les dépenses était dans ma poche. J'ai commandé le café le plus fort et j'ai composé son numéro. Léo, c'est Naomi. On doit se rencontrer tout de suite. Il arriva 20 minutes plus tard, comme toujours dans sa veste usée et sentant le tabac. Il s'assit en face de moi et me regarda d'un air interrogateur. Alors, qu'est-ce que Vance a dit de ta petite découverte nocturne? Elle a tout confirmé, répondis-je d'une voix égale. Elle jouait son jeu et m'a offert un marché, dénonçait le procureur en échange de ma liberté et de mon départ de la ville. Léo siffla. Voilà un revirement de situation. Mais c'est une issue pour toi. Injuste, bien sûr, qu'ils prennent l'appartement, mais tu serais libre. J'ai refusé, dis-je. Léo s'étouffa avec son café. Il me fixa comme si j'étais folle. Tu as refusé. Es-tu bien dans ta tête, Sterling? C'était ta seule chance. C'était sa chance, le corriguai-je, une chance pour elle de terminer sa vengeance et de me jeter comme une douille usagée. Je ne joue plus au jeu des autres. Maintenant, je joue le mien, et j'ai besoin de ton aide. Je sortis le dossier avec les preuves contre Chambers de mon sac et le posai sur la table. C'est mon atout, mais je ne vais pas le marchander. Je vais l'utiliser pour tout leur prendre. Léo ouvrit prudemment le dossier. Ses yeux s'écarquillèrent. Il le referma rapidement et regarda autour de lui nerveusement. Tu comprends que tu tiens une bombe qui pourrait faire exploser toute la ville. C'est exactement ce que je prévois de faire, répondis-je. Mon regard était froid et résolu. Léo me regarda et vit une personne complètement différente, pas la femme effrayée qu'il avait rencontrée quelques jours plus tôt. Cette femme était dangereuse. Que proposes-tu, demanda-t-il, et il y avait du respect dans sa voix. Ils pensent qu'ils m'ont coincé, commençai-je à exposer mon plan. Ils sont sûrs que j'irai en prison ou que je m'enfuirai, et ils sont pressés. Ils doivent finaliser la vente de l'appartement et quitter le pays le plus rapidement possible avant que leur escroquerie de construction ne soit dévoilée. Leur faiblesse, c'est la cupidité et la précipitation. C'est ce que nous allons exploiter. Le plan était audacieux et risqué, il nécessitait une exécution parfaite. Tout d'abord, Léo, utilisant ses anciennes compétences de journaliste, prépara un petit article. Il parut 2 jours plus tard dans une colonne discrète du journal économique local, The City Sentinel. Le titre était neutre, des investisseurs étrangers manifestent leur intérêt pour des projets de construction régionaux gelés. Le texte mentionnait qu'un certain groupe d'investissement suisse, HVTA Capital, explorait les opportunités d'investissement dans l'immobilier commercial et était particulièrement intéressé par le nouveau projet de complexe commercial à la périphérie de la ville, le projet même dans lequel j'étais impliqué. Ce n'est pas suffisant, dit Léo quand il me montra le journal. Il pourrait même ne pas le remarquer. Nous avons besoin d'un appât plus important. Nous en aurons un, répondis-je. Maintenant, nous devons nous assurer que cette nouvelle les atteigne personnellement, et pas seulement une nouvelle offre concrète, mais une offre qui nécessitait de l'argent, beaucoup d'argent, pour rendre l'appât crédible. Et puis quelque chose d'étrange se produisit. Le lendemain, Léo m'appela, sa voix était déconcertée. Naomi, je ne comprends pas. Une somme énorme vient d'être déposée sur mon compte, $125 000, un virement anonyme. Je souris légèrement. Je savais qui était le donateur anonyme. Eleanor. J'avais refusé son plan, mais la vieille intrigante ne pouvait s'empêcher de voir le dénouement de la pièce qu'elle avait elle-même commencé. Elle avait placé son pari. Maintenant, nous avions à la fois la canne et l'appât.
Léo activa son canal de commérage le plus fiable, l'administratrice bavarde du salon de beauté le plus cher de la ville, où Tiffany était une habituée. Une demi-journée plus tard, Tiffany savait, en toute confidentialité, que les investisseurs suisses étaient prêts à racheter les droits du projet pour le double du prix afin d'éviter les scandales avec les autorités municipales et d'accélérer le processus, et surtout, ils ne voulaient parler qu'au signataire original de l'usine, la personne dont la signature figurait sur les documents moi. Tiffany mordit à l'hameçon. La cupidité l'emporta sur la prudence. L'idée d'empocher un autre paiement gigantesque juste avant leur fuite était trop tentante. Ce soir-là, Marcus m'appela. Sa voix était tendue. Il essaya de paraître calme mais ne parvint pas à cacher son anxiété. « Naomi, j'ai une proposition commerciale à te faire concernant un certain projet. »« Je ne veux pas te parler, Marcus, » répondis-je avec lassitude, jouant mon rôle. « Écoute, c'est dans ton propre intérêt, » siffla-t-il au téléphone. « On parle de beaucoup d'argent, de beaucoup d'argent. Rencontrons-nous. Il y a des gens prêts à payer. On peut résoudre tous nos problèmes une fois pour toutes. » Nous convînmes de nous rencontrer le lendemain à 19h dans une salle de conférence privée au Grand Regency Hotel, l'hôtel le plus cher et le plus respectable de la ville. Il voulait présenter cela comme une transaction commerciale sérieuse. « Ils sont pris » dit Léo quand je raccrochai. « Maintenant, nous devons nous préparer. Nous aurons besoin de personnes pour jouer le rôle des représentants suisses. J'ai quelques anciens collègues sur le carreau, des acteurs. Pour une bonne somme, ils joueront n'importe qui. » La journée s'étira péniblement. Léo et moi avons méticuleusement étudié chaque détail de la réunion à venir, comment les investisseurs seraient habillés, ce qu'ils diraient, où l'équipement d'enregistrement serait caché. Tout se déroulait comme prévu. À 17h, 2 heures avant la réunion, mon téléphone sonna à nouveau. C'était Marcus. « Écoute attentivement, » dit-il, et il n'y avait plus de ton fin et commercial dans sa voix, seulement un ordre froid et autoritaire. Changement de programme. Tout à l'intérieur de moi se glaça. Que s'est-il passé? Rien ne s'est passé. Ce sera plus sûr pour tout le monde comme ça. Pas d'hôtel. Nous nous rencontrons ailleurs. Où, demandai-je, bien que je devinasse déjà que j'étais sur le point d'entendre quelque chose de mauvais. Tu viendras à l'usine, articula clairement Marcus, à ton ancien bureau, à 19h. Tu viendras seul. Tu apporteras tous les documents, ta pièce d'identité et un transfert de droit notarié pour ce projet à ton nom. Les investisseurs nous transféreront l'argent, nous te donnerons ta part en espèces. Mais pourquoi à l'usine? Ma voix trembla. C'est vide le soir. Précisément, répondit-il d'un ton glacial. Moins de regards inutiles. Et n'ose rien faire de stupide. Viens seul. Nous t'attendrons. Il raccrocha. Je restai assise avec le téléphone à la main, fixant le vide. Léo me regardait, attendant une explication. Ils ont changé d'endroit, dis-je d'une voix éteinte. L'usine. Mon bureau. La nuit. C'est un piège, réalisa-t-il instantanément. Ils veulent se débarrasser de toi, Naomi. Nous ne pouvons pas y aller. Nous devons tout annuler. Je levai lentement les yeux vers lui. Il n'y avait pas de peur dans leur regard, seulement le vide froid et retentissant qui reste après que tout ce qui pouvait brûler a brûlé. Non, dis-je. Nous n'allons rien annuler. Nous irons là-bas. J'irai. Tu es folle? Léo se leva d'un bond. Ils vont te tuer. C'est ce qu'ils veulent. Je répondis calmement, ils s'attendent à voir une victime effrayée qui vient seule dans un bâtiment sombre et vide, et ils la verront. Nous allons juste changer un peu la fin de leur pièce. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Le plan qui s'était cristallisé dans ma tête était insensé, mais je n'en avais pas d'autre. Léo, nous n'avons plus besoin de tes acteurs. Nous avons besoin de vrais spectateurs. Appelle le numéro que je vais te donner. Dis que c'est Naomi Sterling qui parle. Dis que ce soir, au centre de production régional, un transfert de pots de vin et une confession d'une grande fraude économique auront lieu, et que le procureur est impliqué dans l'affaire. J'écrivis le numéro de téléphone d'Eleanor sur un morceau de papier. Elle comprendra ce qu'il faut faire, demanda Léo avec doute. Elle ne manquera pas une fin comme celle-là, souriai-je. C'est son investissement. Et maintenant, le plus important, je dois passer un appel. Je sortis l'autre téléphone,
un simple téléphone à boutons que Léo m'avait acheté pour la discrétion. J'ai trouvé une application de changement de voix en ligne. C'était un geste désespéré, presque théâtral, mais je devais essayer. J'ai composé le numéro de Marcus, activé le programme, réglant la tonalité pour que ma voix ressemble à la voix larmoyante et hystérique de ma sœur Tia. « Allô ?» Marcus répondit, irrité. « Marcus, c'est moi », criai-je dans le téléphone avec la voix modifiée, imitant la panique. « Je suis dans le pétrin. La police. Il pose des questions sur notre conversation, sur les documents. » Quoi ? Marcus était clairement ébranlé. « Calme-toi. Quelle question ? Il demande où j'ai trouvé ces papiers. Il parle d'une sorte d'escroquerie. Marcus, tu avais promis que tout serait propre. Tu avais promis de rembourser mes prêts. Tu le confirmes, n'est-ce pas ? Tu confirmes tout. Calme-toi, Tia, siffla-t-il au téléphone. Oui, j'ai tout confirmé. Toutes tes dettes sont réglées. L'appartement est presque à nous. L'argent sera livré ce soir. Calme-toi et tais-toi, compris ? Ne leur dis pas un mot. Et Tiffany et son père, il nous couvrira. Je continuai à sangloter hystériquement, nous l'utiliserons, et ensuite nous n'aurons plus besoin de lui, lâcha Marcus avec malveillance. Dès que nous aurons franchi la frontière, je le ferai taire. Ne t'inquiète pas, il ne pourra rien faire. Ça suffit. Ne m'appelle plus. J'appuyai sur déconnexion et sauvegardai l'enregistrement. C'était tout ce dont j'avais besoin, une confession de toute la corruption de ma sœur, l'escroquerie de l'appartement, la fraude, et même les plans pour le procureur. À 18h45, je me suis garé devant la porte de l'usine. J'ai laissé le taxi partir et j'ai marché seul à travers les portes sombres et résonnantes. Le gardien de sécurité à la porte, alerté par l'appel de Marcus, m'a laissé passer en silence. J'ai traversé le vaste territoire mort. Une lumière n'était allumée qu'aux fenêtres de mon ancien bâtiment administratif. Je suis monté à l'étage dans les escaliers jusqu'au 2e étage. La porte de mon bureau était légèrement entr'ouverte. Je la poussai et entrai. Ils étaient tous les trois là, Marcus debout près de la fenêtre, Tiffany affalée dans la chaise de mon bureau, et le procureur Chambers assis sur une chaise de visiteur. Son corps massif semblait remplir tout l'espace, rendant le bureau déjà petit aussi exigu qu'une cage. Eh bien, regardez qui a décidé de se joindre à nous, la femme d'affaires, traîna Tiffany, me mesurant de la tête aux pieds. Venue seule. Bonne fille. Tu as apporté les documents ? Je posai silencieusement le dossier avec le transfert de droits notariés sur la table. Marcus le saisit immédiatement, le vérifiant avidement. Tout est en ordre, dit-il, hochant la tête à Tiffany. Où sont les investisseurs ? Tiffany me regarda avec impatience. Alors, où sont tes Suisses ? Où est l'argent ? Lentement, calmement, je les observais tous. Je regardais le cupide Marcus, la prédatrice Tiffany et le procureur lourd et sûr de lui. Ils sont là, dis-je doucement. À ce moment-là, une lumière aveuglante frappa à l'extérieur de la fenêtre. D'énormes projecteurs montés sur les toits des ateliers s'allumèrent, inondant toute la cour de l'usine d'une lumière blanche impitoyable. Marcus, Tiffany et Chambers se précipitèrent à la fenêtre. Dans la cour, des gens se tenaient près de toutes les sorties du bâtiment. À une sortie, Léo se tenait avec un caméraman, pointant l'objectif droit sur nos fenêtres. À une autre, 2 hommes en costume d'affaires bien taillés se tenaient agents fédéraux. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria Tiffany. Chambers comprit tout instantanément. Son visage devint d'un gris terreux. « C'est un coup monté, rugit-il. » Marcus, fou de rage et de peur, se retourna et se jeta sur moi. « Je vais te tuer. » Mais j'étais prête. Je me suis écarté, et il passa devant moi en volant, s'écrasant contre le classeur. Au même moment, je sortis mon téléphone et appuyai sur le bouton de lecture. Le petit haut-parleur remplit le bureau silencieux de l'enregistrement de ma conversation avec Marcus, la voix hystérique et larmoyante de Tia, et ses réponses irritées et suffisantes. Tout fut diffusé: la corruption de ma sœur, l'escroquerie de l'appartement, la fraude, et surtout, sa promesse de faire taire le procureur dès qu'ils auraient franchi la frontière. Le visage de Chambers se tordit. Il regarda Marcus avec une telle haine qu'il sembla prêt à l'incinérer sur place. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit à la volée, et les agents fédéraux apparurent dans l'encadrement de la porte.
Tout le monde reste sur place. L'équipe fédérale anticorruption est en opération. Chambers se redressa, essayant de reprendre son attitude autoritaire. Savez-vous qui je suis? Je suis le procureur de cette ville. Nous savons, répondit calmement l'agent principal. C'est pour ça que nous sommes là, monsieur Chambers. Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'abus de pouvoir et de dissimulation de crimes économiques. 2 autres agents entrèrent dans le bureau et claquèrent des menottes au poignet du procureur. Tiffany hurla, mais ce fut un cri non pas de peur mais de rage sauvage. Elle se tourna et frappa Marcus au visage de toutes ses forces. « Espèce de loser !» cria-t-elle en le rouant de coups de poing. « Tu as tout gâché. Tu as tout détruit. Je te hais. » Les agents l'éloignèrent. Marcus resta complètement écrasé, tenant sa tête entre ses mains. Lui aussi fut pris par les bras et conduit vers la sortie. Il était brisé, complètement et définitivement. Plusieurs semaines passèrent. Le bruit de la perceuse était la meilleure musique que j'avais entendue depuis des mois. Un serrurier finissait l'installation de la 3e serrure, la plus sécurisée, sur ma porte d'entrée. Les anciennes serrures que Marcus avait cassées étaient posées sur un journal dans le couloir. Je me tenais près de la fenêtre de mon salon, regardant la ville. L'appartement était entièrement à moi. L'affaire criminelle contre moi avait été close. Les témoignages de Marcus et de Chambers, qui, dans une tentative désespérée de réduire leur peine, avaient commencé à s'enfoncer l'un l'autre, et de Tia, avaient tout remis à sa place. Le téléphone sonna. C'était Monsieur Thompson, mon patron de l'usine. Naomi Sterling, bonjour. J'appelle comme promis. L'ordre de votre nomination a été signé. À partir de lundi, vous êtes la chef du service de planification. Merci, Monsieur Thompson. Je ne vous décevrai pas. Je n'en doute pas, répondit-il. Vous avez essentiellement sauvé l'usine d'un énorme scandale et d'une perte financière. C'est le moins que nous puissions faire. Je raccrochai. Chef du service de planification, le service même que l'escroquerie de Marcus avait presque détruit. Maintenant, j'allais le reconstruire. Le serrurier dans le couloir termina son travail. Tout est prêt, madame. Prêt pour l'inspection. Impossible d'être plus sûr. Je pris le nouveau jeu de clés, lourd et solide. Je passai mes doigts sur le métal froid. C'était fini. J'avais traversé l'enfer, mais j'en étais sorti comme quelqu'un de différent. J'avais perdu mon mari, ma sœur et ma foi dans les gens, mais je m'étais retrouvé moi-même. J'étais chez moi, et maintenant je décidais qui pouvait franchir ma porte. Et c'est ainsi, chers auditeurs, que cette histoire difficile et intense s'est terminée. C'est une histoire de trahison, de tromperie, mais aussi d'une incroyable force d'esprit. Nous avons vu comment Naomi s'est transformée d'une victime brisée et humiliée en une personne qui dicte elle-même les règles du jeu. Mais la principale question qui reste après la fin est la suivante, a-t-elle bien fait? Pour vaincre les monstres, elle a dû devenir elle-même dure, calculatrice et peut-être même impitoyable. La fin justifie-t-elle les moyens? Qu'en pensez-vous? Aurait-elle dû aller jusqu'au bout, en risquant tout, ou aurait-il été préférable d'accepter l'accord du procureur et de commencer une nouvelle vie dans une autre ville, laissant le mal impuni? Qu'auriez-vous fait à sa place? Nous sommes très intéressés à connaître votre opinion. Si vous avez des questions restantes sur cette histoire, si quelque chose ne vous semble pas clair, ou si vous voulez simplement partager vos pensées, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez nous soutenir en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne, afin de ne pas manquer de nouvelles histoires tout aussi captivantes. Chacun de vos likes et commentaires aide notre chaîne à grandir. Bonne continuation. À la fin de cette vidéo, une boîte apparaîtra au milieu de l'écran. Veuillez cliquer sur cette boîte, nos autres histoires les plus intéressantes s'y trouveront.